Et salut YouTube, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui on va parler d'une actu assez difficile, assez compliquée, qui a surpris tout le monde. Bien entendu, je parle de ce qui s'est passé au Venezuela. C'est un sujet sur lequel on m'a posé énormément de questions sur Instagram. Alors je vais essayer de vous faire le meilleur résumé possible. Je précise bien entendu, on est dans un moment d'actualité assez dense. C'est possible que j'oublie quelque chose, c'est possible que certaines informations que je vous donne, eh bien elles changent avec le temps. N'hésitez pas à vérifier et n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais je me suis trompé ou que quelque chose a évolué, et j'espère tout simplement que le format vous plaira. Dans la nuit du vendredi 2 janvier au samedi 3 janvier, l'armée des États-Unis a bombardé Caracas et plusieurs provinces environnantes. Selon Dan Kane, le chef d'état-major du gouvernement Trump, 150 avions auraient été mobilisés pour bombarder uniquement des installations militaires. Je précise que ça, c'est la version de la Maison-Blanche, hein. On manque encore d'informations indépendantes sur les conséquences exactes de ces bombardements, donc à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, selon un article du New York Times paru samedi, il y aurait eu au moins 40 morts, incluant des civils, mais à nouveau, c'est des affirmations qui se basent sur un seul témoignage, donc je pense qu'il va falloir attendre pour avoir des certitudes. On peut cependant noter que la mission permanente du Venezuela auprès de l'ONU indique elle aussi que les forces américaines auraient bombardé des sites civils et que les officiels du gouvernement vénézuélien accusent eux aussi les États-Unis d'avoir frappé des zones résidentielles, mais à nouveau, attention, ça reste à confirmer. Donc, ce qu'on sait avec certitude, c'est que les États-Unis ont bien envoyé une force conséquente bombarder le Venezuela, ce qui est, on va être très clair, déjà assez grave en soi. Je rappelle que c'est totalement contraire au droit international, que sont censés respecter les États membres de l'ONU, dont fait encore partie aujourd'hui les États-Unis. Je cite la charte de l'Organisation des Nations Unies. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans les relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Quand on a ça en tête, on voit que clairement Trump et son administration, tout ça, ils s'en sont un peu moqués, ils en ont rien eu à faire, parce que là, si on prend en compte la méthode états-unienne pour attaquer le Venezuela, clairement l'indépendance politique du Venezuela et son intégrité territoriale, ils ont roulé dessus, et ils ont clairement envahi un autre pays, un autre territoire. Et ça va beaucoup plus loin, puisque en parallèle de tout ça, l'armée des États-Unis a kidnappé et exfiltré le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse vers les États-Unis pour qu'ils y soient jugés pour narcoterrorisme. En effet, si on en croit la ministre de la Justice du gouvernement Trump, Pamela Bondi, des poursuites ont été engagées contre Nicolás Maduro et son épouse par le parquet fédéral du district sud de New York. Il serait notamment inculpé pour conspiration de narcoterrorisme, conspiration en vue de l'importation de cocaïne, possession d'armes automatiques et d'engins destructeurs, ainsi que conspiration pour la possession de ces armes contre les États-Unis. Alors ça peut paraître assez bizarre qu'un président d'un pays soit accusé de trucs comme ça. Mais il faut savoir que l'administration Trump accuse Nicolás Maduro et plusieurs membres de son gouvernement d'appartenir à une organisation terroriste qui s'appellerait le Cartel du Soleil, et ça fait maintenant pas mal de temps que le gouvernement Trump dit Nicolás Maduro c'est le chef du Cartel du Soleil. Selon la Maison-Blanche, ce fameux Cartel du Soleil, il serait responsable, je cite, de la violence terroriste dans tout l'hémisphère nord, ainsi que du trafic de drogue vers les États-Unis et l'Europe. Selon Marc Rubio, le chef de la diplomatie du gouvernement Trump, ce cartel serait d'ailleurs tout simplement dirigé par Nicolás Maduro lui-même. D'ailleurs, depuis 2020, Washington a mis une prime sur la tête de Nicolás Maduro. Au moment de son arrestation, la prime s'élevait tout simplement à 50 millions de dollars. Mais concernant le fameux cartel du Soleil, il y a un petit problème vraiment minime, c'est que l'administration Trump n'a fourni aucune preuve à ce jour de son existence. Et malheureusement, aucune expertise indépendante ne reconnaît qu'il existe aujourd'hui. Je cite Brian Finucane, ancien avocat du département d'État des États-Unis, le gouvernement Trump désigne comme organisation terroriste une entité inexistante. Alors, ça n'empêche évidemment pas des faits de corruption au sein du gouvernement vénézuélien, peut-être même des liens avec le trafic de drogue, mais rien qui se rapprocherait de l'organisation d'un narco-État, comme le sous-entend l'administration Trump. Un narco-État, c'est quoi? Selon le journaliste spécialiste du crime organisé Frédéric Saliba, un narco-État, c'est un État où toutes les institutions seraient mises au service du narcotrafic ou des cartels de drogue, avec une infiltration systématique des institutions. Aujourd'hui, c'est très simple, rien
vraiment rien ne démontre que le Venezuela soit dans cette situation. Je cite la sociologue vénézuélienne Ligia Bolivar. Les États-Unis ont construit un nouveau récit dans le seul but de justifier une action militaire contre Nicolás Maduro sans prononcer les mots de démocratie ou de droits de l'homme. Mais il y a encore pire. Si on en croit l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le rapport qu'ils ont rendu en 2025, en fait le Venezuela ne joue qu'un rôle très marginal dans le trafic de drogue à destination des États-Unis. En fait, selon les données internationales, le Venezuela n'est pas du tout un pays producteur de drogue et c'est un acteur totalement mineur dans le trafic mondial. Seuls 5 à 8% de la drogue à destination des États-Unis transite par le Venezuela. Et le fentanyl, qui est la drogue au cœur des discours de Donald Trump pour justifier sa guerre au Venezuela, eh bien le fentanyl, il est produit par des réseaux complexes qui vont de la Chine au Mexique en passant parfois par l'Inde et qui finissent effectivement par arriver aux États-Unis. Mais il y a un truc, c'est que oui, ça passe bien par l'Amérique du Sud, mais par le Mexique et pas du tout par le Venezuela. Vraiment, aucun lien crédible, aucune preuve n'a été établie de rapport entre le Venezuela et la crise du fentanyl aux USA, ce qui fait que si on résume l'intervention des États-Unis, elle est donc à la fois contraire au droit international et en plus basée sur au mieux une absence de preuves, au pire sur un mensonge éhonté, il faut bien le dire, qui rappelle quand même beaucoup celui des armes de destruction massive en Irak. Et pourtant, bizarrement, à l'international, les réactions, elles sont pas si négatives. On est très loin d'une condamnation unanime de Trump. Par exemple, Emmanuel Macron a tweeté « Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. » Et là, normalement, vous devez vous dire « C'est un petit peu bizarre ». Pas un mot sur le principe de non-recours à la force, qui est pourtant le ciment du droit international, pas un mot sur les bombardements, et au final, moi je trouve dans ce qu'il a dit Macron, une validation presque explicite de l'action des États-Unis, malgré l'absence de preuves pour motiver leur action. Alors, pourquoi Macron il embraye autant derrière Trump? Surtout que c'est pas le seul, les chefs d'État allemands, italiens, britanniques, ils ont tous tenu grosso modo la même ligne. Je cite par exemple Keir Starmer, je le dis probablement très mal, je m'excuse, le Premier ministre britannique qui a déclaré « Maduro est un président illégitime, je ne verserai pas de larmes sur la fin de son régime ». Bizarre. Automatiquement, on pourrait commencer à partir du principe que tout ce petit monde se couche juste devant Trump parce qu'ils ont peur des États-Unis, parce qu'ils veulent pas se mettre mal diplomatiquement avec eux, pourquoi pas. Et il y a un peu de ça. Honnêtement, je pense qu'il y a un peu de ça et que c'est un peu le cas. Mais il y a aussi un twist intéressant et je pense qu'il faut en tenir compte. C'est qui est Nicolás Maduro. Donc on va essayer de regarder la personnalité de Maduro et on va essayer de voir comment, en partie, je le redis, attention, en partie, ça peut expliquer la tiédeur des réactions internationales après son kidnapping. Parce que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, si c'est apparemment pas un narcoterroriste, c'est pas non plus un mec bien, même pas du tout. Nicolás Maduro, c'est un dirigeant autoritaire et ultra-violent qui ne respecte rien de la démocratie. Par exemple, en 2015, lorsque Nicolás Maduro perd la majorité à l'Assemblée nationale, il décide d'ignorer le résultat des élections et refuse tout simplement de partager le pouvoir. Il réussit même par un tour de passe-passe à priver toute l'Assemblée de ses pouvoirs législatifs et à faire sauter l'immunité des députés pour pouvoir s'en prendre à tous ceux qui oseraient le critiquer. Ça va conduire à d'immenses manifestations que Maduro va réprimer par la plus grande violence. On dénombre au moins 130 morts, mais aussi des cas de torture et de violences sexuelles utilisées comme arme de répression politique. Et cette manière de faire, elle va s'installer, d'autant plus que les élections présidentielles suivantes, remportées par Maduro, seront toutes entachées de suspicions très fortes qui provoqueront des mouvements sociaux contre le pouvoir et pour un retour à la démocratie. Ça va aller tellement loin dans la violence qu'en 2019, l'ONU va mandater une mission internationale indépendante qui va enquêter pendant 3 ans et recueillir des centaines de témoignages sur les violences des gouvernements de Nicolás Maduro. Et on va pas se mentir, les retours sont franchement glaçants. Je cite Marta Valinas, la présidente de la mission d'enquête. « Nos enquêtes et analyses montrent que l'État vénézuélien s'appuie sur les services de renseignement et ses agents pour réprimer la dissidence dans le pays. Ce faisant, des crimes graves et des violations des droits humains sont commis, notamment des actes de torture et des violences sexuelles. »
Je cite encore, « Le service de renseignement vénézuélien a torturé ou maltraité des détenus, y compris des politiciens de l'opposition, des journalistes, des manifestants et des défenseurs des droits humains, principalement dans le centre de détention d'El Helicoide à Caracas. » Une autre enquête, menée en 2019 par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, fait aussi état d'un nombre très important d'exécutions extrajudiciaires faites par les forces de sécurité vénézuéliennes. Ce que confirme l'ONG Human Rights Watch, qui a documenté plusieurs meurtres de manifestants. C'est pour ça qu'en 2025, une mission des Nations Unies a fini par accuser la garde nationale du Venezuela, je cite, de graves violations des droits humains et de crimes contre l'humanité commis pendant plus de 10 ans. Et évidemment, Nicolás Maduro est aussi ciblé par ces accusations pour avoir au minimum contribuer en laissant faire en toute impunité. Quand on a tout ça en tête, on comprend mieux pourquoi Macron et les autres responsables européens, ils ont été aussi peu dans la condamnation des actions de Trump, et on comprend mieux toute l'ambivalence géopolitique autour de l'enlèvement de Nicolás Maduro par l'armée des États-Unis. D'un côté, oui, l'action elle est choquante, illégale et tout à fait contraire au droit international, mais de l'autre, il y a un narratif qui peut se défendre comme quoi un pays vient d'être libéré d'un dictateur. Et à ça s'ajoute en plus que les accusations par l'ONU à l'encontre de Maduro, elle crée un peu un flou juridique autour de tout ça. Parce que si le droit international il condamne fermement l'emploi de la force et l'atteinte à l'intégrité territoriale d'une puissance par une autre, c'est beaucoup plus compliqué dans le cadre de l'arrestation d'une personne qui serait accusée de crimes internationaux majeurs. Alors, je vais essayer d'expliquer ça simplement. Je précise que je me base sur un article de Julien Lalanne de Saint-Quentin, un professeur en politique comparée au King's College de Londres. Donc je vais faire de mon mieux pour rendre ça compréhensible, mais voilà, ne m'en voulez pas trop si je fais une petite erreur quelque part, ça peut arriver, c'est quand même des sujets assez difficiles. L'idée c'est que comme Maduro, il était accusé de crimes contre l'humanité, son extraction par les États-Unis, elle pouvait être, dans une certaine mesure, légale. Alors déjà, on va être hyper clair sur les crimes contre l'humanité. Effectivement, la torture, les exécutions extrajudiciaires ou les violences sexuelles dont l'ONU accuse le gouvernement Maduro, ça peut bel et bien caractériser des formes de crimes contre l'humanité. Donc premier point, dans ce cas-là, déjà Maduro, il est plus du tout protégé par son immunité présidentielle. Parce que l'immunité d'un chef d'État, elle le protège pas du tout du droit pénal international. En gros, on s'en fout que tu sois président, si tu es accusé de crimes contre l'humanité, tu dois répondre de tes crimes, sinon on pourrait par exemple pas juger les gouvernements qui commettent des génocides par exemple. Donc déjà, l'immunité présidentielle, techniquement, s'il y a crime contre l'humanité, ça pourrait sauter. Mais en plus, quand un individu est soupçonné de graves crimes internationaux, il y a une espèce de jurisprudence qui se met en place. Une espèce de règle tacite, qui est une règle pas vraiment écrite, mais qui est un peu acceptée par tout le monde, et qui dit que c'est plus ou moins acceptable de procéder à une arrestation qui pourrait violer la souveraineté territoriale d'un autre État, si, et seulement si, je le redis, on cible un individu qui a commis des crimes contre l'humanité. Ça veut dire tout ça que, en fait, c'est plus ou moins ok d'entrer dans un autre pays pour récupérer un gars et l'amener devant la justice internationale. Il y a déjà eu des cas, notamment Adolf Eichmann, qui avait été enlevé de manière clandestine par Israël en Argentine pour qu'il puisse être jugé de ses activités nazies. Oui, Israël avait violé une souveraineté territoriale, mais en fait, personne ne s'en était vraiment attristé parce que c'était pour récupérer un nazi. Et du coup, l'enlèvement de Maduro, dans un sens, ça pourrait être considéré comme rentrant dans cette jurisprudence du droit international, la capture d'un mec accusé de crimes contre l'humanité dans un pays étranger. Sauf que je trouve personnellement qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont pas du tout dans ce sens-là et que finalement l'argumentaire que nous propose Julien Lalanne de Saint-Quentin, il tient pas tant que ça la route. Déjà, le gouvernement Trump, il a pas du tout parlé de crimes contre l'humanité pour justifier son action. L'argument de la Maison-Blanche, c'est le narcoterrorisme et c'est tout. Probablement parce que l'administration Trump, elle veut pas trop s'aventurer sur le terrain des droits de l'homme vu son soutien à Israël et ce qu'elle fait dans son propre pays. En plus, Maduro, pour le moment, rien n'indique qu'il va être confronté à la justice internationale. Il est inculpé par la justice américaine et c'est tout. Donc on est quand même très loin du cas Eichmann. Là, on a une capture sur des motifs très discutables pour un procès sur des motifs tout aussi discutables et en plus, la méthode de capture, elle est juste hallucinante, faut le dire quoi. C'est pas une extraction discrète et rapide, c'est un bombardement. Les USA ont bombardé le Venezuela et selon plusieurs sources, à confirmer, mais on vérifiera quand on aura plus d'infos, je le redis, mais selon plusieurs sources, il y aurait des victimes civiles. Ça, si c'est vrai, c'est complètement contraire à la Convention de Genève. Quelle que soit la raison de l'enlèvement de Maduro, le bombardement de civils est contraire à la Convention de Genève qui dit très clairement que les civils ne doivent être ciblés en aucun cas. Donc même en allant creuser dans les
souterrains du droit international en essayant de voir des interstices qui pourraient fonctionner pour dire que ah oui mais peut-être c'est légal, etc. Je pense personnellement que c'est impossible de considérer l'action des États-Unis comme légitime vu la manière dont elle s'est déroulée. Mais bon, de toute façon, on va être honnête, on sait toutes et tous que Trump, la vie des Vénézuéliens, c'est pas ça qui l'intéresse, hein. Il est là pour un truc et un seul, on va le dire très clairement, c'est le pétrole. Et c'est pas un truc complotiste de dire ça, hein, c'est complètement assumé par Trump lui-même, et depuis un moment. Par exemple, en décembre, lors d'une interview sur la base aérienne d'Andrew, il avait dit, je cite, « Les Vénézuéliens ont pris nos droits pétroliers, nous avions beaucoup de pétrole là-bas, comme vous le savez, ils ont expulsé nos entreprises, mais nous allons tout récupérer. » Alors là, je trouve qu'on peut difficilement faire plus explicite, et d'ailleurs, depuis l'enlèvement de Maduro, Trump y continue, et il parle de moins en moins de narcotrafic et de plus en plus de pétrole, comme lors de sa conférence de presse donnée le samedi 3 janvier en Floride, où il a dit « Nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, vont se rendre sur place, dépenser des milliards de dollars et commencer à faire gagner de l'argent au pays. » Et il a ajouté ensuite « Nous allons extraire du sol une quantité colossale de richesses. » Parce que oui, le Venezuela, c'est plus de 300 milliards de barils renfermés dans son sous-sol, ce qui en fait la plus importante richesse pétrolière au monde, même devant l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Seulement voilà, le Venezuela, c'est aussi un pays qui a essayé plusieurs fois de nationaliser ses actifs pétroliers. En gros, l'État a pris le contrôle des infrastructures pétrolières pour éviter que le pétrole soit juste exploité par des grandes compagnies étrangères privées, et au passage, ces grandes compagnies étrangères privées, elles se sont fait foutre dehors en perdant beaucoup d'argent. Ça vient d'une histoire assez complexe qui remonte au début du XXe siècle et que je peux pas vous résumer ici, sinon ça prendrait des heures, mais en gros, en 1914, le Venezuela, il était dirigé par un dictateur, Juan Vicente Gómez. Et quand on a découvert du pétrole, Juan Vicente Gómez, il en a filé l'exploitation pour une bouchée de pain aux multinationales des États-Unis. Alors pourquoi il a fait ça, au lieu de chercher une solution plus profitable à son pays? Parce que Juan Vicente Gómez, il était assez corrompu, tout simplement. En fait, lui, il a pris son chèque en passant, mais la population, elle s'est fait voler sa principale richesse. Et quand je dis voler, c'est à peine une exagération. Selon l'économiste Gabriel Zucman, en 1957, le bénéfice des compagnies pétrolières des États-Unis au Venezuela, il était tellement énorme que les actionnaires américains récupéraient l'équivalent de 12% du produit intérieur net vénézuélien. Imaginez, c'est un peu comme si en France, on avait une puissance étrangère qui pompait toutes nos ressources et nous laissait que les miettes. Évidemment, ça a un petit peu énervé les gens et ça a conduit à des luttes politiques et donc finalement à ces fameuses nationalisations à partir de la fin des années 70 et jusqu'aux années 2000. Et en fait, c'est de ça que parle Trump dans l'extrait que j'ai lu il y a 2 secondes quand il dit « Les Vénézuéliens ont pris nos droits pétroliers, comme vous le savez, ils ont expulsé nos entreprises ». En fait, il fait référence aux dernières nationalisations de 2007 quand d'énormes compagnies pétrolières américaines comme ExxonMobil, Chevron Texaco ou ConocoPhillips se sont fait foutre dehors du Venezuela pour que l'État reprenne leur exploitation de pétrole. Et Nicolas Maduro, en tant que président du Venezuela, ça a toujours été un grand défenseur de ces mesures de nationalisation. Donc là, si normalement vous savez additionner 1 + 1, c'est pas très difficile de comprendre pourquoi Trump il voulait autant destituer Maduro. En fait, ça n'avait rien à voir avec le narcotrafic ou les droits de l'homme. Toute cette histoire, elle a simplement pour objectif la mise à bas d'un régime politique qui refuse de se plier aux règles des USA sur le marché du pétrole. Le but pour Trump, c'est clairement de s'emparer des ressources du Venezuela en poursuivant une guerre économique commencée il y a 1 siècle, ce qui, attention, est encore très loin d'être gagné. Parce que les fameuses très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, comme dit Trump, elles sont au final pas très rassurées à l'idée de revenir au Venezuela. Je cite Schreiner Parker, un spécialiste des énergies interrogé par Le Monde et qui expliquait « On sait que les réserves du Venezuela sont massives, mais son exploitation nécessite de gros investissements. » En fait, après les nationalisations, sous les 2 derniers présidents du Venezuela, les infrastructures, elles se sont quand même pas mal dégradées. Il n'y a pas eu beaucoup d'entretien qui a été fait et en plus comme le pétrole du Venezuela il est assez particulier, eh bien il demande des extractions très complexes qui nécessitent énormément de travail sur l'infrastructure. Les États-Unis, il leur suffit pas de débarquer dans le pays, en fait c'est beaucoup plus compliqué. Ils vont d'abord devoir sortir le chéquier et remettre à neuf toute l'infrastructure, ce qui va prendre pas mal de temps avant que ça rapporte vraiment des sous. Donc du côté multinationale américaine, personne n'est trop chaud pour revenir, surtout dans un pays qui a l'habitude depuis 50 ans
de dégager les entreprises privées à coups de pied au cul pour récupérer son pétrole. Ce qui fait que tous les investissements pourraient être perdus très rapidement, et donc du point de vue d'une multinationale, c'est pas forcément hyper rentable d'aller au Venezuela. Donc si vous suivez bien, en fait Trump, il est loin d'avoir gagné son pari au final. Oui, il a kidnappé Maduro et techniquement abattu le régime politique qui nationalisait le pétrole jusque-là, mais s'il veut que ça revienne aux États-Unis sous forme de profit, il a besoin de stabiliser suffisamment le Venezuela à son avantage à lui, donc à l'avantage des États-Unis, pour rassurer les multinationales et les faire venir dans le pays, réparer l'infrastructure et exploiter le pétrole. Trump l'a d'ailleurs plus ou moins assumé clairement quand il a dit samedi, je cite, « Les États-Unis vont diriger le Venezuela jusqu'à ce qu'ils puissent effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse. » Ça veut dire qu'en fait tout ça, ça ne va pas du tout s'arrêter là, loin de là. C'est très important d'en parler parce qu'on a vu des politiciens se réjouir de l'action des États-Unis en mode ça va permettre une transition démocratique, patati patata. Sauf que si on prend en compte le contexte, c'est évident que non. En réalité, les États-Unis vont devoir maintenir leur ingérence politique sur le pays pendant des années s'ils veulent en exploiter les réserves de pétrole. Surtout qu'un retour des intérêts privés dans le pays, ça pourrait tout aussi bien bénéficier à la Russie ou à la Chine, qui sont en plus déjà présentes dans les infrastructures pétrolières vénézuéliennes. Donc ça nous amène à quoi? Et ben du coup, très clairement, à une stratégie impérialiste, où la seule suite envisageable à ce qui s'est passé vendredi, c'est pas du tout un retour de la démocratie au Venezuela, mais la mise en place d'un espèce d'état fantoche qui sera sous la coupe du gouvernement américain. Tout simplement parce que c'est la seule manière pour les États-Unis d'obtenir ce qu'ils veulent, à savoir le pétrole. Mais ce genre de tactique, de changement de régime par l'extérieur, ça a déjà été tenté en Afghanistan, ça a déjà été tenté en Irak par exemple, et à chaque fois ça a été des échecs monumentaux qui ont coûté très très cher aux populations locales, et malheureusement, vu comme c'est parti, rien ne laisse penser que ce sera différent pour les Vénézuéliens. Les vidéos de flash mob, moi ça me mettait un malaise. C'est moi mon cauchemar, ce serait de me retrouver dans un flash mob quoi. C'est, tu sais, t'es là, t'attends ton train et d'un coup il y a un mec à côté qui se met à chanter de l'opéra. La belle, c'est un nom qu'on dirait inventé pour elle. Ah mon dieu, des trompettes. Esmeralda, enfer. Je me dissous de cringe si ça arrive. Ah ouais, carrément. Bon après je pense qu'il y a peu de chances que ça t'arrive. Je pense que t'as plus de chances peut-être de te faire enlever dans la rue que d'avoir un flash mob, techniquement. Question, est-ce qu'il y a plus de kidnappeurs ou de gens qui font des flash mobs? Question bis, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Est-ce que les mecs qui font des flash mobs font aussi du kidnapping pour financer leur merde? Ça a l'air de coûter quand même très très cher. Moi je pense que enlever un mec dans la rue et avoir une rançon, c'est la seule manière de récupérer assez d'argent pour organiser des flash mobs. Il n'y a pas d'autre système. Tu sais, un jour là, le mec, qui d'un coup, il a un déclic, il se dit « Oh mon dieu, mais il y a une corrélation dans toutes les villes où il y avait un flash mob, il y a eu des kidnappings. Les kidnappeurs font des flash mobs depuis le début et on arrête un gang de mecs qui font des flash mobs en chantant de l'opéra. » Théorie du complot nulle, on la lance, on a tournicotant bien, on peut avoir des gens qui y croient. Dans 3 jours, t'es sur le TikTok de Philippot. Oui, des informations nous ont été données par un journaliste indépendant, comme quoi les flash mobs organiseraient des kidnappings. Ils vont faire des manifs de rue, ils seront 10 avec écrit stop au flash mob, sauver les enfants. Grandalf le défoncé, tu sais, sur son aigle comme ça, avec la musique de Afroman. Je suis pas allé au Mordor parce que j'étais défoncé. J'ai oublié de jeter l'anneau, j'avais trop fumé. Je me rappelle plus que je suis Gandalf, je crois que je suis Dumbledore. Yo ho, je suis pas Gandalf, parce que je suis défoncé. Salut, j'arrive sur l'imitation de la mer, c'est trop bien, tu devrais faire de l'ASMR. Ah, les gens ils seraient ravis. ASMR, mer et Mickey, donc ça ferait comme ça fait. Salut les amis. Et tu t'endors en écoutant ça en boucle, l'enfer.